Oui, je voudrais rectifier juste quelques faits. D'abord, c'est les partenaires sociaux en 2008 qui ont créé l'offre raisonnable d'emploi, qu'un principe de régulation. Donc voilà, un fait est un fait. La deuxième chose, c'est que leurs réflexions en cours sont justement vers la personnalisation. Pourquoi ? Et je crois que tout le monde peut le comprendre ici. Vous êtes dans un bassin d'emploi. Vous êtes une femme, vous avez des enfants à charge. Le concept d'offre raisonnable d'emploi, si vous n'avez pas une crèche, il n'y a personne pour garder votre enfant, il n'est pas le même que si vous êtes en centre-ville, vous êtes un homme, vous n'avez pas de charge d'enfant, et pourtant vous avez la même qualification, le même manque de qualification, et vous cherchez le même type d'emploi. Donc la personnalisation, c'est pouvoir prendre en compte la situation personnelle des gens. Alors, bien sûr, vous allez dire, ça fait 2 poids, 2 mesures. Mais ça s'appelle respecter chacun. Ça s'appelle prendre en compte la situation. Et pour ceux qui connaissent bien la culture de Pôle emploi, je peux vous dire, et moi je tiens à défendre ici les agents de Pôle emploi, ils se lèvent le matin. Pourquoi ? C'est pour aider les chômeurs à trouver du travail, pas pour autre chose. Ensuite, je peux concevoir que quelqu'un dira... Je vous ai écouté. On écoute la ministre. Je peux concevoir qu'un demandeur d'emploi, il dira, mais finalement, on s'est mis d'accord, mais finalement, je ne m'y retrouve pas. Eh bien, il y aura évidemment un système de recours au sein de l'agence Pôle emploi pour qu'il n'y ait pas d'arbitraire. Voilà, c'est tout simple, c'est humain. Madame la députée, est-ce que j'ai le droit de... Oui, vous poursuivez. Voilà. Donc j'attends que je puisse parler. Merci. Nous vous écoutons, Madame la ministre. Madame Obono, vous aurez la parole tout à l'heure. Pour le moment, c'est la ministre qui s'exprime. Monsieur Vallaud, non. Madame Obono, vous vouliez vous exprimer, je crois. Merci, Monsieur le Président. Oui, je voulais répondre à ce que vous disiez, Madame... Oui, mais je répondrai quand même, Madame la Ministre. On est là pour ça et les interpellations font partie du débat. Allez-y. De toute façon, c'est enregistré. On le repassera en boucle sur les vidéos, c'est pas grave. Répondre à ce que j'entendais, parce que c'est effectivement assez énervant d'entendre parler du respect qui Ne répondez pas aux provocations, mes chers collègues. Madame Obono, à l'intervention, vous voulez dire, mais allez-y, moi ça me pose pas de problème, on en rediscutera, on pourra en rediscuter pendant des heures. On est là jusqu'à 3h du mat, j'ai signé, donc c'est bon. Donc oui, le respect dû aux conseillers Pôle emploi qui sont en burn-out, qui demandent des postes, encore des postes, et à qui on répond, non seulement vous n'aurez pas de poste, mais vous aurez encore plus de dossiers. La personnalisation, Madame la Ministre, ça veut dire qu'on a un conseiller ou une conseillère qui a le temps, qui a les moyens de suivre un ou une chômeuse, qui peut prendre le temps parce qu'ils ne sont pas dans une pression du chiffre, ils ne sont pas dans une pression de la radiation. Et si vous étiez si attentifs au dialogue social, vous entendriez ce que disent les syndicalistes, vous entendriez ce que disent les représentants des salariés, parce que c'est ce qu'ils disent. Et si vous étiez de bonne foi, chers collègues, vous le sauriez aussi, parce que vous savez, dans vos circonscriptions, dans les pôles emploi, quelle est la souffrance des conseillers Pôle emploi aujourd'hui, quelle est la souffrance des chômeurs et des chômeuses, pas parce qu'on met une offre soi-disant raisonnable d'emploi personnalisée pour chaque conseiller, mais parce que, y compris, ça crée des tensions, parce que les conseillers sont sous une pression telle qu'ils sont obligés de radier de plus en plus de gens. C'est ça qu'on leur dit, et vous le savez très bien. Donc arrêtez de me parler du respect, parce que vous n'en avez aucun, ni pour les chômeurs, ni pour les conseillers et les conseillères. Cet amendement de suppression qui est pour son adoption, contre, il rejette le 912, Madame Obono. 1912. Oui, 1912. C'est bien celui-là. Alors oui, merci Monsieur le Président. C'est un article pour faire en sorte qu'il y ait une visite à la médecine du travail pour les demandeurs et demandeuses d'emploi. Dans un avis de 2016, le Conseil économique, social et environnemental rappelait que la perte d'emploi était un choc psychologique suffisamment grave pour avoir des effets néfastes sur la santé des privés d'emploi. La perte d'emploi est, selon le CESE, un traumatisme pouvant conduire à un état de stress post-traumatique et à l'augmentation notamment des maladies cardiovasculaires importantes. Rappelons aussi que chaque année, 40 000 personnes meurent de causes directes et indirectes du chômage. Et du coup, cet amendement
entend répondre de manière préventive à ces situations extrêmement graves en permettant à toutes les personnes privées d'emploi d'accéder de droit à une visite et à un suivi auprès de la médecine du travail. Médecine du travail qui, de notre point de vue, devrait être renforcée avec plus de recrutement, mais en l'état actuel, il faudrait déjà faire en sorte que les demandeurs et demandeuses d'emploi puissent y avoir accès de droit. Il s'agit de notre point de vue d'une question de santé publique d'abord et de reconnaissance sociale des demandeurs et demandeuses d'emploi ensuite. L'accès à la médecine du travail est un moyen d'assurer de notre point de vue l'intégration sociale des personnes privées d'emploi et ou leur maintien justement dans ces liens de sociabilité qui sont parfois, y compris un des rares filets qui leur restent. Et dans la dynamique que vous voulez relancer pour les personnes privées d'emploi, il nous semble que cet amendement devrait pouvoir rencontrer votre assentiment. Merci Monsieur le Président. Donc c'est un article un amendement de suppression de l'article, puisque par l'ajout d'une section au chapitre 2 du titre 6 du livre 2 de la première partie du Code du travail, vous permettez de faciliter, voire d'encourager le travail détaché sur le territoire français. En 2017, on comptait 500 000 travailleurs et travailleuses détachés. Cela correspond à une hausse de 46% par rapport au chiffre de 2016. Avec l'ajout de cette nouvelle section dans le Code du travail, l'emploi de ces travailleurs et travailleuses sera facilité dans les entreprises. L'augmentation de cette hausse sera donc confortée ces prochaines années. En effet, le recours à des travailleurs et travailleuses à moindre coût sera utilisé de manière exponentielle par les entreprises, celles-ci n'ayant plus à charge, grâce à ce statut spécial, les cotisations sociales. La situation dans laquelle vont se retrouver les chauffeurs routiers, par exemple, à cause du travail détaché, est le parfait exemple justement de ce dumping social mis en place par votre gouvernement. Cette concurrence déloyale se fait au détriment des salariés, mais encore au profit des patrons qui engagent des travailleurs et travailleuses de pays européens sans payer les cotisations. Il en va de même pour les 37 000 travailleurs et travailleuses détachés françaises qui signent leur contrat en France. Cet ajout n'a pour unique but que d'alléger le prix du travail par le patronat français, qui se débarrasse ainsi des cotisations sociales des travailleurs détachés. Nous demandons donc la suppression pure et simple de cet article. Merci. Sur cet amendement de suppression, avis défavorable. Avis défavorable. Gouvernement a la parole, Madame la Ministre. Évidemment, avis défavorable, mais avant qu'on on commence à examiner les quelques articles concernant le travail détaché, je voulais dire, pour éclairer tout le monde, ça n'est pas la transposition de la directive détachée qui a été approuvée il y a quelques jours par la dimension européenne. Donc là, on est en train de traiter certains aspects, mais ce n'est pas la réforme d'ensemble que, grâce au travail de la France, de l'Europe, nous pourrons faire dans le cadre de la transposition, et qui soit une vraie avancée sociale et en même temps une meilleure protection de la concurrence. Mais ceci dit, il y a quelques sujets que nous voulons traiter. Le premier, c'est qu'une simplification administrative, on est le seul pays européen à faire des choses aussi baroques que pour des déplacements d'une journée. Par exemple, pour un match de foot, c'est d'actualité, et merci à ceux qui manquent le foot pour être ici. Eh bien, pour une journée, quand on vient jouer un match en France, il faut faire une déclaration comme détaché, et l'inspection du travail peut aller vérifier que vous avez fait la déclaration, sinon on peut annuler le match. Bon, et c'est pareil pour un concert, c'est pareil pour une blanchisserie qui irait livrer en France pendant une journée, qui ferait un... Voilà. On est le seul pays européen, on a les chats. Ça, c'est un enjeu qui n'est pas important pour nous en apparence, mais qui contribue à créer des relations difficiles dans le travail détaché entre les pays. Et le deuxième sujet, c'est le renforcement des sanctions. Ça, c'est très important, parce qu'aujourd'hui, quand, par exemple, un chantier a lieu, on constate avec l'inspection du travail une infraction, qu'il y a une amende qui est prononcée, si l'entreprise ne paye pas l'amende, on ne peut pas arrêter le chantier. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a des amendes qui sont prononcées, l'entreprise continue le chantier, termine son chantier, s'en va, et finalement, la sanction n'a servi à rien. Donc, ce qu'on va faire, c'est donner l'autorisation au préfet d'arrêter les chantiers lorsqu'il y a une fraude. Merci. Donc, défavorable. Madame Bonneau a la parole. Merci, Monsieur le Président. Nous parlons donc bien de l'article 50, et effectivement, il ne s'agit pas de la transposition de la directive rectifiée, donc nous avions bien compris. Mais là, l'article 50 permet de nouvelles dérogations
c'est bien de ça qu'il s'agit. Nous ne nous sommes donc pas trompés pour l'encadrement du travail détaché. Donc, vous permettez, vous faites en sorte de faciliter ce travail détaché, et c'est bien ce sur quoi nous discutons. Nous avons un amendement par la suite qui répond à la question du travail détaché en général, mais là, ce sont de nouvelles dérogations sur cet article 50, et il ne s'agit absolument pas de tout ce que vous avez présenté à l'instant, Madame la Ministre. Merci. Donc, je mets aux voix ces amendements de suppression de l'article. Défavorable, commission et gouvernement. Qui est pour, contre, rejeté. Monsieur le Président. Donc là, il s'agit d'un amendement qui concerne l'interdiction du travail détaché de manière générale, puisque nous considérons, et nous ne sommes pas les seuls en France et en Europe, que le travail détaché est un véritable outil de dumping social à l'intérieur même des frontières européennes, qui permet à un employeur d'embaucher un ou une citoyenne d'un autre État membre, de le rémunérer et de payer les cotisations sociales en fonction des règles en vigueur dans le pays d'origine de celui-ci. En appliquant cette directive, le gouvernement accepte et légitime une concurrence déloyale importée directement sur le territoire national. Un employeur peut légalement décider d'employer une personne dont la rémunération sera plus faible qu'un travailleur non détaché. 516 000 personnes ont été comptabilisées sur le territoire national en 2017 et comme je l'ai dit tout à l'heure, on constate une hausse importante sur un an. Et les négociations entamées par Emmanuel Macron n'y changeront rien. Les discussions qu'il a présentées, que Madame la Ministre vient de représenter comme un succès, sont en fait un échec cinglant, puisque d'une part, la durée limite d'un contrat de travail détaché a été ramenée à 12 mois. Grande victoire. En fait, non, parce que la moyenne de ces contrats sur le sol national n'est que de 42 jours. Donc, à la fois, à nouveau, un effet de manche. Surtout, et ça c'est le point crucial sur lequel Madame la Ministre en commission ou le gouvernement n'a jamais été en capacité de nous répondre sur ce fait que la rémunération du travailleur ou de la travailleuse dépend toujours de son pays d'origine. Elle évolue en fonction des minima sociaux, du taux de cotisation sociale patronale et de l'assiette de calcul du pays d'origine. C'est-à-dire que le gouvernement accepte que des entreprises françaises décident d'appliquer en France le droit social d'autres pays européens moins bien pourvus pour la protection de leurs salariés, en Bulgarie, en Roumanie, en Lituanie, pays dans lesquels les cotisations sociales patronales sont parmi les plus faibles, mais où l'indice de développement humain est le moins fort et le taux de pauvreté le plus élevé. De plus, avec l'article 50 que vous venez d'adopter, vous facilitez ce recours avec des dérogations. C'est bien de ça qu'il s'agit, nous avons bien lu. Cette décision est de notre point de vue profondément dogmatique et va directement à l'encontre de ce que nous aurions besoin en matière d'emploi dans notre pays, mais aussi au niveau européen, parce que, comme on l'a dit, ça favorise le dumping social, la mise en concurrence des travailleurs, et ce n'est pas l'Europe que nous voulons, pourtant c'est celle que vous construisez. Compétitivité, flexibilité, votre gouvernement et votre majorité n'a que ces mots à la bouche, fût-ce aux dépens de l'intérêt général. Vous délivrez ainsi un blanc-seing aux entreprises en leur disant « produisez tout ce que vous voulez, embauchez selon les critères que vous décidez, livrez-vous à une concurrence mortifère, il en restera bien quelque chose, mais certainement pas pour les salariés et les peuples. » Nous nous opposons fermement à cela et à la directive européenne elle-même. De notre point de vue, une véritable parole forte de la France au niveau européen aurait été de décider unilatéralement de ne plus appliquer cette directive. Nous demandons donc par cet amendement l'interdiction du travail détaché en France. Merci. Alors, sur cet amendement, défavorable commission, défavorable gouvernement. Défavorable. Je mets aux voix qui est pour, contre, rejeté. Le 1932, Madame Bobono a la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Donc c'est un amendement de repli qui donnera peut-être l'occasion à la ministre, au rapporteur d'expliquer pourquoi il serait contre le fait de supprimer le différentiel de cotisation patronale pour neutraliser le dumping social. Comme je l'ai déjà expliqué, avec le travail détaché, les travailleurs et les travailleuses sont doublement perdantes. Ils et elles font l'objet d'une mise en concurrence du prix de location de leur force de travail d'une part, et d'autre part, perdent le bénéfice des cotisations sociales qui participent à la solidarité nationale. Cet amendement vise donc à lutter contre l'une des conséquences les plus problématiques de la réglementation actuelle du travail détaché et qui va se maintenir malgré les pseudo-négociations que vous avez présentées comme des réussites. Le fait qu'un employeur
puissent envoyer ces salariés travailler dans un autre pays de l'Union européenne, tout en ne respectant pas la totalité du droit social de ce pays d'accueil. C'est un manque à gagner, non seulement pour le pays dans lequel les employés sont détachés, mais également pour le pays d'origine, qui, pour rendre ses forces de travail attractives, réduit les cotisations patronales ou n'en crée pas de nouvelles, afin que ses ressortissants et ressortissantes restent compétitifs dans ce marché organisé par l'Union européenne du dumping social. C'est tirer les droits sociaux vers le bas, c'est une perte financière pour la France, par exemple, à l'heure où toutes les politiques de violence sociale sont justement justifiées par des contraintes budgétaires. Nous proposons donc que les employeurs et employeuses paient le manque à gagner des cotisations patronales à la France en calculant la différence entre celles qui sont dues en France et celles dans le pays origine de l'employeur. C'est une mesure qui, de notre point de vue, favorise la solidarité européenne, puisque vous prétendez vouloir développer cette solidarité, un projet européen au service des peuples. Je ne doute pas que vous serez d'accord, au moins avec ce point-là de repli, qui permettrait justement de tirer vers le haut l'Europe sociale que tant de personnes attendent de nos voeux. Et je ne doute pas du coup que vous serez d'accord avec nous. Vous nous expliquerez très clairement pourquoi vous seriez contre cet amendement de bon sens. Merci. Avis de la commission, madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Une directive européenne est en cours d'adoption visant à garantir qu'à travail égal, salaire égal, sur le même lieu de travail. La transposition de cette directive permettra de prendre les mesures nécessaires dans notre législation pour appliquer ce principe d'équité. La Commission a donc repoussé cet amendement. Merci. Madame la ministre, vous avez la parole. Alors d'abord, poser une question importante. Je pense qu'il faut d'abord célébrer une première victoire, c'est que la directive qui vient d'être adoptée va enfin permettre, quand elle sera transposée, le plus vite possible en France, à travail égal, salaire égal pour tous les travailleurs détachés en France et en Europe. Et ça, c'est déjà, du point de vue des salariés, il n'y aura plus de différence salariale et je pense que c'est une question de justice sociale. Après, vous soulevez un autre point qui est la différence de coût pour l'employeur, donc le sujet de la libre concurrence d'une certaine façon, puisque effectivement il y a des différences, comme vous le dites, fortes en termes de niveau de protection sociale, à la fois de contribution sociale et de niveau de protection sociale, ce qui va ensemble. Lorsque j'ai porté au nom du gouvernement le débat sur la directive détachée, auquel nous sommes arrivés récemment, en octobre, nous avons aussi, à ce moment-là, le même jour, parlé de ce sujet de différence de contribution sociale. On part de très très loin en Europe, mais c'est un débat qu'on peut et qu'on veut avoir, même si ça mettra du temps. Et je vous invite à vous référer au discours du président de la République qui, dans son discours de la Sorbonne, a appelé à une convergence sociale sur ces sujets en Europe. Merci. Madame Obono, vous avez la parole. Alors, il n'y a pas eu de réponse, puisqu'en fait, vous nous dites que vous appelez à quelque chose que vous pourriez décider tout de suite en votant cet amendement, mais vous reconnaissez vous-même que c'est un problème et que vous pourriez y remédier, mais que vous souhaitez ne pas le faire tout de suite. Juste un détail. À travail égal, salaire égal, non, puisque de notre point de vue, les cotisations patronales font partie du salaire et la question de la socialisation par la protection sociale fait aussi partie de ce qu'on appelle le salaire socialisé, vous le savez aussi parfaitement. Et par ailleurs, votre grande victoire au niveau européen met de côté ce qui constitue quand même un des secteurs les plus importants du travail détaché, c'est-à-dire le secteur routier. Vous le savez, et en ce moment même, à Bruxelles, il y a des transporteurs routiers qui protestent par rapport aux négociations qui ont lieu sur le travail routier. Et donc, vous savez bien que ce n'est pas vrai, qu'aujourd'hui, y compris avec l'adoption de cette directive soi-disant rabibochée, que l'ensemble des salariés, des travailleurs détachés aujourd'hui, la majorité de ces travailleurs, c'est-à-dire que les travailleurs routiers auront à salaire égal, travail égal. Ils ne l'auront pas, et vous le savez très bien, et les négociations actuellement sur ce secteur n'augurent pas d'une résolution. Donc, encore une fois,
Votre victoire, c'est de la poudre aux yeux. Vous pourriez éclaircir ça en votant cet amendement, ce que vous ne choisissez pas de faire. Et donc, malgré les bons voeux et le discours de la Sorbonne, on l'a lu en long, en large et en travers, c'est encore des vœux pieux. Et dans la réalité, vous refusez de faire en sorte qu'il y ait une véritable Europe sociale. Et on s'en souviendra. Et je pense que les citoyens et les citoyennes s'en souviendront aussi quand il faudra discuter des questions européennes. Merci. Donc, je mets aux voix le 1932 qui est pour, contre, rejeté. Merci, Monsieur le Président. Alors, cet article introduit l'obligation pour les entreprises de mettre en place un indicateur chiffré de mesure de l'égalité professionnelle dans les entreprises de plus de 50 salariés. Nous soutenons cette disposition et sommes donc favorables à cet article. Nous soutiendrons l'article, mais estimons qu'une fois de plus, le gouvernement reste au milieu du gué. Cet amendement vise donc à étendre l'obligation de mise à disposition d'un indicateur chiffré et anonymisé, mesurant les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes aux entreprises d'au moins 11 salariés. En effet, les entreprises de moins de 50 salariés constituent une part importante de l'emploi en France et sont donc concernées au premier plan par les inégalités professionnelles. En outre, ces entreprises sont aussi dotées de moyens plus faibles en termes de représentation du personnel, avec un comité social et économique qui dispose de moins de moyens pour veiller notamment à la lutte contre les inégalités basées sur l'appartenance de genre. Pour que ce projet de loi présente une réelle efficacité en termes de promotion de l'égalité professionnelle, il nous semble nécessaire de faire entrer les entreprises dont l'effectif se situe entre 11 et 50 salariés dans le champ de cette obligation. Une telle mesure est tout à fait possible pour une petite entreprise dans la mesure où nombre de logiciels permettent aujourd'hui aux gestionnaires des ressources humaines de la mettre en œuvre à moindre coût. C'est une dimension, y compris que votre gouvernement et votre majorité met énormément en avant. On aurait les moyens aujourd'hui de la mettre aussi au service de l'égalité femmes-hommes au niveau professionnel. Voilà pourquoi nous proposons cet amendement pour réduire le seuil à 11 salariés et étendre donc les travaux de ces indicateurs à un plus grand nombre d'entreprises et de femmes travaillant dans ces entreprises. Avis de la commission, madame la rapporteure. Défavorable, madame la ministre également. Je mets aux voix l'amendement. Qui est pour? Contre? Il est rejeté. Bruno a la parole. Qui va le défendre à nouveau. Alors, c'est un amendement qui complète celui que nous avons présenté précédemment pour étendre, du coup, aux entreprises d'au moins 11 salariés les dispositifs de cet article. Et j'attends peut-être cette fois-ci une réponse, une explication, puisque là, nous expliquons que nous sommes pour cet article. Nous travaillons à l'améliorer de notre point de vue. Et s'il y a une raison, à part le fait que c'est la France insoumise, véritable pour s'opposer à cet article, pour des raisons techniques, parce que c'est impossible à organiser, ou vous pensez que c'est par petits pas qu'il faut arriver, donc on commence à 50, au moins que ou la rapporteure ou Madame la ministre puisse nous l'expliquer tout de même. Je pense que c'est un sujet sur lequel Madame la ministre s'est beaucoup étendue en présentant l'article, en expliquant pourquoi c'était important. Donc j'attends peut-être une explication, un vote peut-être, un avis favorable peut-être, et au moins une explication à votre avis éventuellement défavorable. Alors, donc, avis de la commission, madame la ministre. Défavorable, madame la ministre. Vous avez la parole. Défavorable, mais je vais expliquer pourquoi. Je croyais l'avoir déjà expliqué. En dessous pour pouvoir faire travail égal, salaire égal, il faut qu'il y ait au moins 10 personnes qui aient le même travail. Donc en dessous de 11 salariés, ce n'est pas applicable. Par contre, vous posez une question intéressante, c'est comment on aide quand même à l'égalité salariale dans les petites entreprises. Dans une autre disposition de la loi, on prévoit que les CPRI qui conseillent de façon paritaire les petites entreprises travailleront avec les petites entreprises pour les aider sur ce sujet. Mais on ne peut pas faire un indicateur statistique s'il n'y a pas au moins 10 personnes qui ont le même travail. C'est pour ça que ce n'est pas applicable dans les petites. Merci. Madame Bonneau a la parole. Mais en fait, l'amendement propose que ce soit dans les entreprises d'au moins 11 personnes. Donc en fait, voilà. Mais, enfin, c'est une réponse à ça. Ce serait possible, puisque notre amendement ne concerne pas les entreprises d'au moins 10 personnes. Voilà. Alors, je mets au voie le 1952, défavorable commission gouvernement, qui est pour, contre, rejeté. Nous estimons que la désignation des référents et référentes sexisme parmi les membres du comité social et économique est un progrès, mais que le seuil d'effectifs à partir duquel cette mesure s'appliquera limite cette désignation à un trop faible nombre de salariés. En effet,
En 2014, seuls 42% des salariés travaillaient dans une entreprise de plus de 250 salariés. Or, les actes de sexisme n'ont pas de limite de personnel, tout comme l'inégalité professionnelle. Madame la ministre vient de le dire d'ailleurs. Toutes les entreprises, y compris les petites et les moyennes, sont concernées. Selon la dernière enquête du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle, 80% des femmes salariées considèrent être régulièrement confrontées à des attitudes ou à des décisions sexistes au travail. Ces faits massifs se dérouleront sur tous les lieux de travail, quelle que soit la taille de l'entreprise. Nous ne comprenons donc pas pourquoi les salariés des PME devraient être moins protégés que les salariés des grandes ou entreprises intermédiaires. Cette rupture d'égalité entre salariés face à la protection contre le sexisme réduit de notre point de vue, et c'est fort malheureux, l'impact de la mesure, mais a aussi des conséquences sur l'égalité entre territoires. Ainsi, l'île de la Réunion, par exemple, ne compte que 18 entreprises de plus de 250 salariés et se trouve ainsi quasiment exclue d'une telle mesure d'égalité. Pour cet amendement de substitution, nous souhaitons donc étendre la lutte contre le sexisme aux entreprises de plus de 50 salariés. Merci. Défavorable commission. Madame la ministre, vous avez la parole. Tout d'abord, je comprends l'intention. Tout d'abord, il est clair que l'obligation de l'employeur, c'est l'obligation de santé, de sécurité de l'employeur inclut le fait de s'assurer qu'il n'y a aucun harcèlement d'aucune sorte dans l'entreprise. Mais l'idée du référent, c'est aller au-delà, c'est pouvoir avoir quelqu'un qui vraiment peut être un recours lorsqu'il y a une question. Alors, ce qu'on a prévu dans les discussions et de la concertation, pourquoi on a dit 250 du côté de l'entreprise? C'est parce que c'est à peu près la taille où il y a des services RH. Pour les plus petites entreprises, il y a aussi la médecine du travail. On va former, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment faire, quoi faire face à des situations de harcèlement, qu'ils en soient victimes, témoins. Et donc, il faut former, on s'est engagé à former tous les services de médecine du travail, d'avoir dans chaque CSE, et à chaque fois qu'il y a du personnel, dans chaque CSE, quelqu'un de formé. Et là, ça va descendre beaucoup. Et à chaque fois qu'il y aura un service RH, finalement, il y aura aussi quelqu'un de formé. Donc, c'est tout un réseau. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait au moins un interlocuteur dans l'entreprise. Il n'y a que pour les toutes petites où on n'est pas sûr de le faire, mais les CPRI aideront les petites entreprises à le faire. Donc, le but, c'est que ça soit très opérationnel, que ça soit... C'est pas une question de dogme, de seuil. C'est les propositions qui ont été faites avec les partenaires sociaux. C'est vraiment, à chaque fois que c'est possible, d'avoir ce réseau de référents qui sera le premier contact, et à condition, évidemment, d'être formé et de faire tout le travail de sensibilisation. Donc, en fait, c'est pas une intention de faire moins, c'est s'adapter à la réalité de ce qui se passe dans les entreprises. Mais il y aura dans ces entreprises des CSE, parce que je vous signale que, excusez-moi de dire ça, mais grâce aux ordonnances, on arrive à avoir des élus maintenant, y compris dans les moins de 50 salariés. Alors, Madame Obono a la parole. Sur les on a déjà eu ce débat-là, et sur la disparition des CHSCT et sur le fait que, y compris un certain nombre de très petites entreprises étaient ouvertes au niveau interprofessionnel. Mais là, je vous parle à nouveau d'une mesure que nous pensons positive et que nous voulons étendre. Et excusez-moi, Madame la Ministre, mais vous répondez complètement à côté de notre amendement, puisque vous m'expliquez que dans les grandes entreprises, il y a les services RH, il y a déjà tout ça. Et donc, dans les petites, il n'y a pas ça. Et ce que nous, on propose, c'est qu'il y ait au moins un référent sur la question du sexisme. Vous le dites vous-même. Le problème, c'est que, d'autant plus dans les petites entreprises, on ne sait pas à qui s'adresser, on ne sait pas vers qui se tourner. Et donc, ce dispositif que vous mettez en place, que nous soutenons, on pense qu'il faut l'étendre à ces petites entreprises. Et la médecine du travail, elles sont aussi dans les grandes entreprises. Alors, il faudrait faire plus sur la médecine du travail. Nous avions proposé un certain nombre d'amendements pour la renforcer, mais ce n'est pas, encore une fois, là la question ni le problème. Et vous n'avez absolument aucun argument pour être contre notre amendement, encore une fois, qui va dans votre sens, mais qui veut juste l'étendre à plus de salariés. Malheureusement, en le refusant, vous refusez aussi aux salariés de ces petites entreprises de pouvoir avoir les mêmes droits que celles des plus grandes, et c'est bien dommage, surtout pour les salariés. Je mets donc au voie le 1957, défavorable commission et gouvernement, qui est pour, contre, rejeté. Merci. Alors, une femme sur 5, ça a été dit, a déjà été victime de harcèlement sur son lieu de travail. Et la cascade de révélations qui a cours encore actuellement, depuis l'affaire Weinstein aux États-Unis, a mis en exergue
que le monde du travail est un terreau fertile de ces comportements outranciers, machistes et inacceptables que subissent quotidiennement des femmes dans leur milieu professionnel. Ainsi, près de 10% des femmes ont déjà subi des pressions psychologiques pour obtenir un acte de nature sexuelle. Et ça, c'est uniquement une partie des révélations que l'on connaît et des chiffres que l'on connaît. La raison principale de ces comportements est notamment la difficulté de protestation et le manque de recours pour les victimes en raison du lien de subordination qui les unit avec leur agresseur. C'est pourquoi nous proposons, en conformité avec les revendications des plus de 120 000 signataires de la pétition adressée à M. Macron pour décréter un plan d'urgence sur la lutte contre ces comportements, pétition initiée le 4 novembre dernier par des personnalités du monde de la culture et des médias. Nous proposons donc que puisse se mettre en place une protection des personnes victimes de harcèlement et des personnes dénonçant des pratiques de harcèlement contre le licenciement, parce qu'on sait aussi que ces pratiques ont lieu souvent à découvert au sein de collectifs et que c'est le manque parfois d'intervention des autres personnes qui sont témoins de ces actes, qui encouragent et perpétuent ces comportements. Et il nous semble que ce serait un acte vertueux que de permettre la protection des personnes qui auraient donc plus le courage et la possibilité de dénoncer ces pratiques et ne subiraient pas des effets de rétorsion à leur tour. Merci. Avis de la commission. Merci, Monsieur le Président. Alors, je ne considère pas que le statut de salarié protégé construit pour les représentants du personnel dans des conditions bien spécifiques puisse être étendu à toute personne qui subirait ou constaterait des actes de harcèlement. Cela pourrait être assimilé plutôt à un dévoiement de ce régime. C'est donc un avis défavorable. Merci. Porteur. Même avis. Je mets donc au voie de 1900. Madame Obono a la parole. Non, mais les statuts qui ont été mis en place et dont vous craignez qu'ils soient dévoyés l'ont été d'abord parce qu'il y a eu un certain nombre de luttes pour les revendiquer et l'ont été pour protéger les personnes qui défendent les salariés, parce qu'il peut y avoir... malheureusement, il y en a souvent des mesures aussi de rétorsion sur ces personnes pour différents motifs, l'activité syndicale, et il y a plusieurs affaires qui le montrent actuellement. Et là, il ne s'agit non pas de dévoyer, au contraire, il s'agit d'étendre le fait que des personnes qui sont témoins d'actes répréhensibles, d'actes y compris qui sont sanctionnables par la loi, puissent être protégés d'un statut similaire. Donc il ne semble pas que ça amoindrit les cadres de protection. Il ne nous semble pas que la protection doive se faire de manière parcimonieuse, comme si on ne pouvait protéger tout le monde et donc on choisit quelques personnes à le faire, surtout quand il s'agit de ce que vous estimez être une priorité nationale de votre quinquennat. Ce serait l'occasion, au contraire, de faire progresser ce droit et cette protection. Et donc, je m'inscris en faux sur l'idée que protéger les salariés, protéger les personnes qui sont témoins d'actes délictuels comme le harcèlement et comme des pratiques sexistes serait un dévoiement. Absolument pas. Ce serait au contraire un progrès. Et il est bien dommage que vous soyez défavorable à cela, ce qui est en contradiction avec vos déclarations d'intention pour protéger les salariés contre les violences sexuelles et sexistes au travail. Je mets aux voix donc l'amendement 1956, défavorable à la commission gouvernement, qui est pour, contre, rejeté. Alors, comme je l'expliquais tout à l'heure, une femme sur 5 est confrontée à une situation de harcèlement sur son lieu de travail, mais les discriminations ne s'arrêtent pas là. Selon le défenseur des droits, 39% des personnes homosexuelles déclarent souffrir de commentaires et d'attitudes négatives au travail. C'est également sans oublier les discriminations racistes ou faites aux personnes en situation de handicap. L'examen de ce texte en commission des affaires sociales a permis d'introduire la désignation d'un référent sexisme au sein des comités sociaux et économiques. Nous nous réjouissons de ce fait et nous avons voté en conséquence. Toutefois, il nous semble que cette mesure présente des limites qui restreignent son impact positif, nous l'avons dit. Plus généralement, nous souhaitons introduire, et non pas dévoyer, une nouvelle instance qui permettrait d'élargir encore plus dans les entreprises de plus de 10 salariés le principe des référents de lutte contre le sexisme et de lutte contre les discriminations. De notre point de vue, un tel amendement répond aux limites soulevées tout en respectant l'esprit de l'article.
Il est ainsi l'occasion de compenser, de notre point de vue, la destruction des CHSCT. À l'époque, au moment de la loi sur les ordonnances, le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle affichait clairement les risques que faisait peser la disparition de cette instance, chargée notamment de la lutte contre le harcèlement et contre les discriminations. De notre point de vue, dans ce moment que l'on célèbre, où la parole s'est libérée, le législateur et les législatrices que nous sommes doivent prendre le relais et faire en sorte que le droit protège toutes celles et ceux qui en ont besoin. Merci. Avis de la commission, défavorable, du gouvernement également. Je mets donc aux voix l'amendement. Qu'est-ce qui est pour, contre, rejeté? Alors c'est un amendement de suppression de cet article, puisque ce que l'on nomme communément le pantouflage, qui est une pratique qui consiste pour un agent de l'État à aller travailler dans une entreprise privée, pratique très fréquente, notamment chez les hauts fonctionnaires, qui monnaient ainsi leur connaissance des institutions et des réseaux de prise de décision. Cette pratique pose un certain nombre de soucis éthiques et déontologiques évidents et donne très souvent lieu à des conflits d'intérêts. Pour le haut fonctionnaire, la haute fonctionnaire sortie de l'ENA, travailler pour une entreprise privée présente l'avantage de pouvoir espérer une rémunération bien supérieure. En effet, contrairement à ce qui est laissé entendre par celles et ceux qui veulent remettre en cause l'administration publique, les fonctionnaires ne sont pas des privilégiés nantis d'un statut trop confortable. Ce sont des agents au service de l'intérêt général qui défendent un service public. Et la grille salariale du service public, du secteur public, a un avantage, elle limite justement les inégalités entre les agents, tandis que les grilles salariales du secteur privé favorisent souvent les grands cadres et les postes de direction. Pour des agents qualifiés, les perspectives de carrière sont donc bien meilleures dans le privé. Et quand ils ne sont plus motivés par l'intérêt général, mais par l'appât du gain, ils répondent aux appels des grandes entreprises. Le pantouflage est d'abord et avant tout très profitable à ces entreprises puisqu'elles recrutent ainsi des agents qui maîtrisent parfaitement les rouages et les failles potentielles des institutions. Il présente de graves dangers puisque l'agent peut d'abord être tenté de s'attirer de bonne grâce d'une entreprise par une prise de décision favorable dans l'espoir d'une récompense par l'embauche. Ensuite, parce que grâce au débauchage, les intérêts privés disposent de ressources dont ils ne pourraient bénéficier autrement. Enfin, parce qu'avec le rétro-pantouflage, le retour du haut fonctionnaire dans son administration, l'entreprise peut profiter d'un interlocuteur privilégié. De notre point de vue, sous couvert de favoriser la mobilité des fonctionnaires, le gouvernement veut en réalité faciliter cette pratique qui confond intérêt public et privé. Les fonctionnaires disposent déjà d'un certain nombre de droits qui leur permettent de se mettre en retrait de leurs fonctions. Nous demandons la suppression de cet article qui, nous semble, va à l'encontre, y compris des déclarations sur la moralisation de la vie politique, un certain nombre de pratiques. C'est très cohérent pour le coup d'avoir cet article avec le refus que vous aviez opposé à nos amendements lors de la discussion de ces lois sur ces mêmes pratiques. Nous vous donnons donc l'occasion de revenir sur votre opposition, y compris parce que je crois que les dernières semaines, les derniers mois ont encore abondé dans le sens de ce que nous dénoncions, et pour éviter justement que le désaveu de la politique et de la haute fonction publique se renforce dans la population, éviter de mettre en situation de conflit d'intérêts un certain nombre de hauts fonctionnaires. Nous vous appelons donc à supprimer cet article 63. Un fonctionnaire sert d'abord et avant tout l'intérêt général. Les agents publics le font avec passion et dévotion, et c'est souvent grâce à leur détermination que nos services publics ne craquent pas de tous les côtés. 1 millier de hauts fonctionnaires d'État quittent chaque année le secteur public pour travailler dans le secteur privé. Ils cèdent ainsi aux sirènes des intérêts privés au détriment de l'intérêt général. Ces passerelles sont régulières, récurrentes et peu transparentes. Une commission de déontologie a certes été mise en place pour éviter les conflits d'intérêts, mais son activité est très marginale. Cette commission ne rend en moyenne que 2% d'avis défavorables au pantouflage. L'embauche, par exemple, de Pierre Mariani, directeur de cabinet de Sarkozy à Bercy, par BNP Paribas et Dexia, ça ne semblait pas poser de problème. Celui de Julien Pouget, conseiller économique de François Hollande par Total, non plus. Celle d'Emmanuel Macron, inspecteur des finances et membre de la commission Attali par Rothschild, toujours pas. Et ces cas qui nous alertent pourtant sont quelques-uns parmi un grand nombre. Si 50% des avis sont soumis à conditions, celles-ci ne sont que très rarement respectées.
Un exemple, François Pérol, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, a ainsi conduit la fusion de la Banque Populaire et de la Caisse d'épargne en 2009, avant de prendre la direction de la BPCE par la suite. Le pantouflage est favorisé au sein même des instances gouvernementales. Le bureau MS3P à Bercy recense ainsi les offres d'emploi venues du privé, souvent d'entreprises du secteur financier, et les destine au cadre du ministère. Ainsi, le sociologue François Denord dénonce que 75% des inspecteurs des finances vont pantoufler au cours de leur carrière. Si une obligation de service pendant une durée minimum de 10 ans pèse sur les diplômés de l'ENA, de nombreuses grandes entreprises privées sont prêtes à racheter le reste du contrat obligatoire afin de bénéficier de leurs compétences, mais surtout de leur connaissance des institutions. C'est pourquoi nous demandons d'insérer un article 63 bis afin d'interdire à tout ancien fonctionnaire ou agent public d'exercer pendant 10 ans une activité de conseil qui est directement ou indirectement liée aux missions de service public attachées à ses anciennes fonctions. Merci. Avis de la commission. Défavorable. Avis du ministre. Défavorable. Je mets donc voilà l'amendement qui est pour, contre, rejeté. Merci, Monsieur le Président. Au cours de nos débats, au cours des différents jours, nous avons pointé, de notre point de vue, ce qui constitue des régressions profondes dans ce projet de loi, que cela comporte pour les droits des salariés, des apprentis et des demandeurs et des demandeuses d'emploi. Votre majorité est restée sourde à nos alertes et a encore une fois adopté un à un tous ces articles de régression. Ce projet de loi devait être celui qui apporterait plus de sécurité. Il continue en réalité à défaire méthodiquement ce qui fait la République sociale. Il trahit aussi plusieurs promesses du gouvernement. Plutôt que d'ouvrir de nouveaux droits, le gouvernement a décidé de renforcer les obligations portant sur les demandeurs et demandeuses d'emploi. Or, selon Pôle emploi, seuls 0,4% des demandeurs et de demandeuses fraudent l'assurance chômage, c'est-à-dire que 99,6% respectent parfaitement les règles et leurs obligations. Toujours selon Pôle emploi, la fraude à l'assurance chômage représente 60 millions d'euros, ce qui est beaucoup par an, mais son taux de recouvrement atteint 90%. Le gouvernement entend pourtant tripler dès cette année les effectifs dédiés au contrôle. Cette réorganisation se ferait à effectifs constants et donc au détriment des missions d'accompagnement. Voilà donc pour le respect que vous accordez aux agents de Pôle emploi. Avec cette loi, les personnels ne seraient désormais plus des conseillers, mais assureraient tout simplement une mission de police de l'indemnisation. Des marges de manœuvre pourtant importantes existent. La fraude patronale aux cotisations sociales dépasse chaque année 20 milliards d'euros et peut atteindre jusqu'à 25 milliards. Nous avons donc d'un côté 60 millions et de l'autre 20 à 25 milliards, dont le taux de recouvrement est ridiculement faible, 1,5%. Un effort accru de contrôle et de sanction des patrons délinquants et délinquantes qui fraudent délibérément permettrait de combler le fameux trou de la sécurité sociale intégralement et en une seule année. La lutte contre cette fraude sociale patronale permettrait même de dégager une marge de 6 milliards d'euros par an. En février dernier, la Cour des comptes, qui pointait le laxisme des pouvoirs publics sur la fraude aux cotisations patronales, cette alerte devait vous avoir intéressé, et c'est une manière d'y répondre que nous proposons cet amendement. Bien que les demandeurs d'emploi soient en réalité dans notre système d'assurance les moins fraudeurs, c'est sur eux que pose et que votre gouvernement et votre majorité souhaitent faire l'essentiel des contrôles, alors que celles et ceux qui, malheureusement, au niveau des patrons, fraudent de manière vertigineuse, ne sont pas contrôlés comme ils devraient l'être. C'est pour répondre à ce manque et à cet oubli que nous proposons un amendement pour faire en sorte que nous retrouvions les marges de manœuvre que vous cherchez tant sur ceux qui n'en ont pas et que vous voulez à nouveau pressurer. Mais là, nous avons une opportunité de combler un certain nombre de milliards pour la sécurité sociale, pour l'assurance, d'indiquer qu'il y a un cercle vertueux, y compris par rapport aux organisations patronales. Et donc, je ne doute pas que vous serez d'accord avec nous pour voter cet amendement qui permettra de lutter efficacement contre les principales fraudes à l'assurance chômage, que sont les fraudes patronales, si ce n'est l'avis positif
de la ministre ou de la rapporteure, vous aurez certainement une explication à nous donner, à me donner à moi toute seule, mais surtout à nos concitoyens et concitoyennes qui seront attentifs à votre réponse, une explication pour laquelle vous ne voulez absolument pas lutter contre cette fraude. J'attends avec impatience votre avis. Merci. Avis de la commission, madame la rapporteure. Avis défavorable. Madame la ministre. Avis défavorable. Je mets donc aux voix Madame Obono, vous avez la parole. Merci. Un dernier mot. Donc merci, Madame la ministre et Madame la rapporteure. Vous venez de confirmer ce que nous disons et que vous aviez l'occasion d'ailleurs d'infirmer sur le fait qu'en fait, votre politique sert à stigmatiser celles et ceux qui pourtant sont les plus vertueux dans ce système et sert en fait à laisser passer ce qui constitue la véritable fraude sociale, celle des patrons, qui constitue un énorme manque à gagner pour l'ensemble de notre système. Merci encore d'avoir confirmé ce que nous disons et d'avoir montré à quel service votre majorité est, et pas celle de l'intérêt général ni des salariés ni des chômeurs, celle, encore une fois, des patrons délinquants. Je pense que l'explication qui n'en est pas une que vous avez choisi de ne pas donner est faite et on ne manquera pas de la diffuser autour de nous. Et je pense que les citoyens et les citoyennes ne manqueront pas de s'y référer à nouveau quand ils vous entendront, vous et votre majorité, pointer du doigt les chômeurs et les chômeuses. Je mets donc aux voix le 1917, avis défavorable à la commission et gouvernement qui est pour, contre, rejeté.